Bienvenue au GLEM pour un enseignement d'auriculothérapie qui va durer un certain temps. D'abord ce week-end où je vais faire les bases de l'auriculothérapie et puis vous allez avoir par la suite d'autres week-ends et en tout 12 week-ends. Alors je vais d'abord vous présenter en 2 minutes le GLEM que vous connaissez peut-être de réputation mais dont vous ne connaissez peut-être pas l'histoire, parce que le GLEM est une association qui est connue dans le monde entier et qui a été créée en 1965. Donc, calculez à peu près le nombre d'années, ça fait plus de 50 ans que le GLEM existe, ça fait 57 ans. Et il a été structuré, ce GLEM, en 1965, mais il était la continuité d'un groupe de médecins qui s'intéressaient à l'homéopathie depuis 1946. Tous les mois, à Lyon, se réunissait un groupe de réflexion sur l'homéopathie, sur la médecine manuelle, sur l'acupuncture. Et c'était autour de Paul Nogier, dont nous reparlerons. Et ce groupe se réunissait au départ, pas très loin d'ici, c'était rue Édouard Herriot, juste à côté. Et puis ensuite, il s'est réuni place Bellecour. Et puis en 1965, ce groupe étant relativement important, ayant débordé bien sûr le cadre lyonnais, le cadre régional, les gens venaient même de pays différents, de Suisse, d'Italie, du Nord, eh bien ce groupe s'est structuré et est devenu le GLEM. Le groupe lyonnais d'études médicales qui a été fondé par Paul Nogier et aussi avec Madeleine Frima, qui était acupuncteur dans le 2e arrondissement. Ce GLEM, il a connu un essor très important dans les années 80 à peu près, puisqu'il y avait plusieurs centaines d'inscrits. Et nous enseignions à l'imparfait, au GLEM, l'acupuncture principalement. Nous avions une école d'acupuncture très importante. Et puis, dans les années 90, la faculté, l'Université de Lyon, a proposé au GLEM de laisser tomber l'acupuncture pour justement enseigner donc, dans le cadre universitaire. On a longuement d'ailleurs réfléchi à partir de cette proposition en disant est-ce qu'on laisse tomber l'enseignement d'acupuncture ? Et on était partagés parce que certains ont dit que la fac n'était pas en mesure d'enseigner correctement l'acupuncture. Mais bon, on s'est dit c'est le sens de l'histoire, l'acupuncture ira en faculté et nous avons laissé tomber l'acupuncture. Et il se trouve que quelques années plus tard, il n'y a plus d'enseignement d'acupuncture à Lyon dans la faculté. Alors tous ceux qui avaient été diplômés en acupuncture à Lyon ont été diplômés de facto de l'Université médicale de Lyon. Alors, ensuite, on s'est regroupé sur l'auriculothérapie. Vous savez que l'auriculothérapie, on le verra, est une méthode qui vient de Lyon. Et on s'est regroupé sur l'auriculothérapie. Et aujourd'hui, nous n'enseignons pratiquement que l'auriculothérapie. On a quelques cours d'homéopathie parce que certains nous demandent des cours d'homéopathie. On avait un cours d'homéopathie vétérinaire qui était très intéressant encore ces dernières années. Et puis on a un cours d'acupuncture, mais d'acupuncture chinoise antique, c'est-à-dire que c'est de l'acupuncture plus simple que l'acupuncture traditionnelle, qui remonte bien avant les techniques de l'acupuncture traditionnelle. C'est-à-dire qu'il y a moins de points et, j'allais dire, c'est plus épuré comme acupuncture. Alors, je vous parle de l'acupuncture, mais l'auriculothérapie n'a pas grand-chose à voir avec l'acupuncture comme nous le verrons. C'est quelque chose de parfaitement différent. Alors le GLEM, si vous voulez, aujourd'hui, c'est surtout centré sur le développement de l'auriculothérapie. Donc il y aura 12 modules dans ce qu'on appelle l'école du GLEM sur 2 ans, c'est-à-dire 6 modules par an, vendredi et samedi, avec une journée ou 2 journées supplémentaires pour la pratique que nous ferons avant
un module, c'est-à-dire ça sera le jeudi. Donc 2 week-ends où on aura jeudi, vendredi et samedi, et le jeudi sera exclusivement réservé à la pratique. Les 3 premiers modules sont des modules consacrés uniquement à l'auriculothérapie, c'est-à-dire à la réflexothérapie auriculaire, ce que c'est que l'oreille, ce que c'est que l'innervation, l'anatomie, les points, la systématisation des points, c'est-à-dire les localisations. Et les 3 modules suivants seront consacrés à ce qu'on appelle l'auriculothérapie assistée par le RAC. Alors certains d'entre vous ont entendu parler du RAC, c'est ce qu'on appelle le réflexe auriculocardiaque. Maintenant, on dit la réponse autonome circulatoire, c'est-à-dire qu'on va prendre le pouls du patient et on va stimuler le point d'oreille et on va avoir une réponse sur le pouls, c'est-à-dire le pouls va changer de forme, va devenir plus fort, plus faible, plus perceptible ou moins perceptible. Et donc, 3 modules d'auriculothérapie avec le RAC, ou qu'on appelle aussi le VAS, le vasculaire autonomique signal, c'est le terme anglais. Donc ça, c'est votre première année, et au bout de la première année, en général, on connaît quand même pas mal de choses. Mais enfin, on manque de pratique. Et la deuxième année, vous aurez 6 modules à thème, c'est-à-dire que ça sera toujours de l'auriculothérapie et du RAC, mais avec des thèmes. Par exemple, l'auriculothérapie, RAC et alimentation. Passionnant, c'est moi qui vous le ferai. C'est un séminaire tout à fait exceptionnel. Un deuxième séminaire, le point d'auriculothérapie, c'est-à-dire comment on aborde un point d'auriculothérapie avec le RAC. Un autre séminaire, c'est manipulation vertébrale et auriculothérapie. Un autre séminaire, c'est posturologie et auriculothérapie. Un autre séminaire, c'est les foyers dentaires et l'auriculothérapie. C'est un séminaire qui est traité par le docteur Chantal Vulliez, qui est stomatologue. Et c'est un séminaire absolument passionnant. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut dire pendant 2 jours sur les foyers dentaires? Eh bien, 2 jours, c'est très court pour parler des foyers dentaires, tellement le sujet est important. Et enfin, en apothéose, eh bien, vous avez la consultation pendant 2 jours, consultation en auriculothérapie. Comment on fait une consultation avec l'oreille et avec le RAC. Tout ça sera suivi, pour ceux qui le désirent, d'un examen qui donnera soit un diplôme, soit un certificat. Et cet examen, ensuite, si vous le passez, si vous le réussissez, sera suivi de la présentation d'un petit mémoire. On ne demande pas un grand mémoire. Il y en a qui font 50 pages, d'autres qui font une dizaine de pages. Peu importe, du moment qu'il y a du travail, et du travail intéressant. Donc vous vous présentez un mémoire, vous choisissez parmi les enseignants un directeur de mémoire, et vous allez travailler un peu avec lui, et puis vous présentez un mémoire. Ce qui fait qu'au bout de 2 ans, en général, les gens sont relativement bien musclés, sont bien préparés pour aborder la pratique de l'auriculothérapie. Alors vous aurez différents professeurs, vous aurez, moi au départ, donc je suis Raphaël Nogier, donc je suis directeur de l'enseignement d'auriculothérapie. Ensuite, vous aurez le docteur Marc van der Brecht, qui est un médecin surtout spécialisé dans la douleur, la lutte contre la douleur et la douleur rachidienne spécialement. Vous aurez ensuite le docteur Defontaine, Bernard Defontaine, qui est un médecin de Lille, qui vient de Lille, qui est gériatre de formation et qui est directeur de l'enseignement d'auriculothérapie assistée au RAC. Ensuite, vous aurez le docteur Stéphane Maujean, le docteur Chantal Vulliez, et puis vous en aurez d'autres. On est quelques enseignants anglais, mais on est à peu près une dizaine d'enseignants, et on se relaye pour les cours.
Voilà. Alors le GLEM, c'est une association, mais c'est un esprit confraternel. On s'entend tous très bien au GLEM. Il y a un conseil d'administration, c'est plutôt une réunion d'amis plutôt qu'autre chose. Et on s'entend très bien. On essaye de promouvoir des techniques médicales, cliniques, simples, efficaces, et qui soient respectueuses de la nature humaine et respectueuses de l'environnement. Ça, c'est important. On a depuis très longtemps, le GLEM, c'est ça, c'est un esprit, c'est respecter l'homme tel qu'il est et essayer de faire en sorte qu'il se porte mieux, mais tout en respectant sa physiologie et en respectant donc certains équilibres. Avant de commencer, j'aimerais simplement vous donner une définition de la médecine. Pourquoi donner une définition de la médecine aujourd'hui? Parce que lorsque vous regardez les différents dictionnaires, lorsque vous regardez les différents écrits sur la médecine, vous verrez qu'il n'y a pas deux définitions semblables l'une à l'autre. Et en fin de compte, c'est un salmigondi de mots qui ne regroupent pas grand-chose. Et on le voit aujourd'hui dans des situations tout à fait ubuesques où sont confrontés les médecins, on le voit que la médecine n'a pas une définition très claire. On ne sait pas exactement à quoi ça sert. Alors, je vais vous donner ma définition de la médecine et cette définition, donc, qui sera un peu la boussole sur laquelle je vais m'orienter pendant le cours que je vais faire. Et les mots comptent, les mots sont importants. Un mot, ça véhicule une pensée. Alors pour moi, la médecine est un art qui fait appel à une science, ou à plusieurs sciences d'ailleurs. Mais la médecine est un art. Tout le monde est d'accord pour le dire. Un art qui a 3 buts, et éventuellement un 4e accessoire. Le premier but, soulager les douleurs. Et j'insiste sur ce fait parce que chaque fois qu'il y a une douleur, il y a une lésion. Il n'y a pas de douleur sans lésion. Donc, premièrement, soulager les douleurs. Méfiez-vous, faites bien la différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, c'est « j'ai mal ». La souffrance, je suis mal. Non, c'est complètement différent. Quand on dit j'ai mal, j'ai une douleur, eh bien ça veut dire que j'ai une lésion quelque part. Donc la médecine, premièrement, c'est soigner la douleur, sous-entendu soigner les lésions. Deuxièmement, et ça c'est très important, c'est restaurer les fonctions défaillantes de l'organisme. Chaque organe a une fonction. Et qu'est-ce que c'est que la vie? C'est un ensemble de fonctions qui s'opposent à la mort. C'est pas moi qui le dis, cette définition, c'est Xavier Bichat, qui a vécu donc à la fin du XVIIIe siècle et juste au début du XIXe. Il est mort en 1802. Donc, c'est restaurer les fonctions défaillantes de l'organisme. Dans chaque maladie, il y a une fonction qui est défaillante. Soit parce que l'organe est défaillant, soit parce que, même si l'organe n'est pas défaillant, la fonction elle-même est défaillante. Et troisièmement, troisième but, c'est prévenir les maladies. Prévenir les maladies. Le rôle de la médecine, c'est aussi la prévention. Ne pas fumer, ne pas boire trop d'alcool, avoir une vie saine, bien s'alimenter. Ça, c'est de la médecine préventive, et ça, c'est très important. Alors, 3 buts, lutter contre la douleur, restaurer les fonctions défaillantes de l'organisme, et troisièmement, comment? Prévenir les maladies. Et alors, quatrièmement, accessoire, je vous ai dit qu'il y a un quatrièmement accessoire, c'est
réparer les désordres anatomiques suffisamment importants pour entraîner des troubles de la sociabilité. Hein, c'est le syndrome de Cyrano de Bergerac. Si vous avez un nez qui fait 2 mètres de long, c'est un cap, un roc, que dis-je, une péninsule, forcément, si vous voulez, ça vous gêne pour faire la bise à votre voisin. Donc dans ces cas-là, même si la fonction du nez est conservée, on peut s'imaginer que la médecine est là pour essayer de réparer un désordre anatomique trop voyant. Hein, la personne qui a un défaut esthétique très important, on comprend fort bien qu'on puisse le réduire. Voilà. Sauf si ce défaut n'entraîne pas donc des répercussions de sociabilité. Voilà, c'est important. Le mot est important. Et vous verrez, j'essayerai toujours de définir les mots que j'emploie. Pourquoi? Parce que souvent, on s'aperçoit que quand un enseignant emploie un terme, celui qui reçoit le terme, celui qui écoute, met une définition parfois différente de celui que l'enseignant a voulu donner. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de schisme qui se crée entre l'enseignant et celui qui écoute. Et en fin de compte, il y a des idées qui se créent parmi ceux qui écoutent qui ne sont pas ceux que l'enseignant veut donner. Donc, il faut toujours en revenir à une définition. Alors, vous êtes ici pour écouter parler de l'auriculothérapie, qui est une technique, une méthode médicale un peu différente. On appelle ça méthode complémentaire. Alors pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Alors évidemment, vous êtes ici aujourd'hui parce que vous avez la curiosité, vous avez entendu parler certains de vos confrères, vous avez peut-être entendu parler certains malades en disant qu'ils avaient été guéris par l'auriculothérapie. C'est peut-être une curiosité, mais il y a certainement autre chose que la curiosité. Est-ce que c'est un effet de mode? Je pense que la mode est passée des médecines dites complémentaires. Elle existait il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui c'est plus un effet de mode. Est-ce que vous avez le pressentiment, l'intuition qu'il s'agit d'un échec de la médecine universitaire? C'est possible. On voit aujourd'hui que cette médecine universitaire, eh bien, elle a ses limites. On la croyait invincible, et on s'aperçoit de toute sa faiblesse. Regardez simplement les antibiotiques. Avant, il fallait quelques milliers d'unités de pénicilline pour soigner une syphilis. Aujourd'hui, il faut des millions d'unités de pénicilline. Pareil pour la pneumonie. Regardez sur le virus du corona, toutes les difficultés que nous avons pour le circonscrire et même pour créer un vaccin. Vous vous posez sans doute la question, intérieurement, sans l'avoir réellement verbalisé, est-ce que la médecine technologique est-elle en mesure de résoudre les problèmes de santé? Est-ce que réellement la médecine dite conventionnelle, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, est-elle capable de résoudre les problèmes de santé? Et ça, pour répondre à cette question bien précise, il faut se poser une question simple. Y a-t-il une corrélation entre les dépenses de santé et la santé des populations? Autrement dit, est-ce que plus on met d'argent dans la santé, est-ce que plus la santé, le système de santé est technologique, est-ce que les gens vivent plus longtemps et moins malades? Alors la réponse, je vais vous la donner, et je vais vous la donner sous forme d'une histoire que j'ai entendue à la télévision. Je n'ai pas la télévision à la maison, mais j'ai eu l'occasion dans un hôtel d'entendre un reportage sur la médecine au Danemark. On disait c'est extraordinaire la médecine au Danemark parce que quand quelqu'un fait un infarctus dans sa maison, on envoie directement une ambulance ou un hélicoptère. De la maison,
on commence les soins de réanimation. On téléphone immédiatement à un centre qui va dire qu'il faut hospitaliser le patient à tel ou tel ou tel hôpital. Et quand le patient arrive à l'hôpital, tout est prêt pour le soigner. On le met dans un lit. S'il faut l'opérer, on l'opère. Enfin, tout est prêt. On avait l'impression qu'au Danemark, le système de santé était extraordinaire. Il est vrai qu'au Danemark, c'est le pays européen, le Danemark est le pays européen, qui consacre le plus d'argent à sa santé par tête d'habitant. Mais si on regarde de plus près, et ça me faisait sourire cette histoire, si on regarde de plus près, eh bien, l'espérance de vie dans les pays européens est la plus faible au Danemark. Et c'est le pays qui consacre le plus d'argent à sa santé en Europe. Et si on regarde l'Europe, quel est le pays où on vit le plus vieux? C'est le Portugal. C'est le pays qui consacre le moins d'argent à sa santé. Il n'y a aucune corrélation entre les dépenses de santé et la santé des populations. Je vous le dis d'autant plus volontiers que j'ai travaillé avec l'Organisation mondiale de la santé un certain nombre d'années et j'ai été dans des groupes de recherche clinique à l'OTAN et où j'ai eu un cours extraordinaire d'un colonel américain qui nous a dit exactement ce que je vous dis. Il n'y a pas de corrélation entre les dépenses de santé et la santé des populations. Et si vous regardez, par exemple, en 2013, les dépenses de santé aux États-Unis par tête d'habitant, c'est de 8 553 $, espérance de vie 79 ans,8 $, et à Cuba, juste à côté, 603 $, espérance de vie 79 ans,4 $. Ah, ça pose un problème. Ce n'est pas parce qu'on a des scanners, qu'on a des PET scans, qu'on a des IRM, qu'on aura une espérance de vie supérieure à ceux qui n'ont ni IRM, ni scanner, ni radiologie. Parce que la santé des populations ne dépend pas du système médical, dépend juste du système médical, principalement, dans ce qu'on appelle la période périnatale, c'est-à-dire 9 mois avant la naissance, jusqu'à 1 an après la naissance, qu'on appelle la période périnatale. Qu'est-ce qui fait qu'une société est en bonne santé ou n'est pas en bonne santé? Eh bien, avant tout, c'est la culture de cette société. Chaque société a une culture différente de sa voisine. La culture, c'est quoi? Eh bien, on verra, on va détailler un petit peu ce que c'est que la culture, un tout petit peu tout à l'heure. Mais la culture, si vous voulez, c'est surtout la manière de vivre. Vous voyez, quand dans une ville, vous avez le tout à l'égout, eh bien, vous avez beaucoup moins de maladies que si vous n'avez pas le tout à l'égout. Lorsque on regarde, par exemple, la courbe de tuberculose dans le comté de New York depuis le début du 19e siècle, depuis 1800, eh bien on s'aperçoit que la tuberculose, le taux de tuberculose a complètement diminué et que quand on a mis le tout à l'égout vraiment à New York, eh bien le taux de tuberculose a vraiment chuté, beaucoup plus que lorsqu'est arrivé le vaccin contre la tuberculose. Donc vous voyez, la culture, c'est important pour la santé. Les conditions de travail, ça c'est la culture. Le chauffage, les habitations, la nourriture, la manière de s'habiller, la manière de se marier, etc. Deuxièmement, c'est l'hygiène. Alors on fait bien la différence entre ce qui est du domaine culturel et ce qui est du domaine de l'hygiène. La paire de ciseaux stériles qui permet de couper le cordon ombilical a fait chuter la mortalité infantile. Vous voyez, c'est stupide, mais c'est comme ça. Et en troisième lieu, pourquoi nous sommes en bonne santé? C'est la médecine.
Et la médecine intervient donc dans cette période périnatale. Ça, c'est sûr. La médecine a fait faire un bond considérable pour diminuer la mortalité périnatale, soit chez l'enfant, soit chez la mère. Après 1 an, tout se discute. Et l'espérance de vie, par exemple, d'un petit Sri Lankais, qui est un des pays le Sri Lanka, les plus pauvres du monde, l'espérance de vie d'un petit Sri Lankais à 1 an est à peu près la même que celle d'un petit Français à 1 an. Or, au Sri Lanka, vous n'avez pas d'appareil de radiographie, vous n'avez pas de la biologie, vous n'avez pas grand-chose. Mais l'espérance de vie est à peu près la même. Donc, vous voyez, c'est à partir de 1 an, donc on peut se poser des questions sur l'apport de la médecine. Et pourquoi on peut s'en poser? Tout simplement parce que la médecine apporte de très bonnes choses, la chirurgie, etc., mais draine avec elle beaucoup d'effets indésirables. Alors évidemment, vous en connaissez, vous vous souvenez de l'histoire par exemple du sang contaminé, dont on a beaucoup parlé avec Georgina Dufoy et Laurent Fabius. Georgina Dufoy qui était ministre de la Santé à l'époque. Il y avait Garetta qui était patron du CNTS. Et donc on a inoculé à des enfants donc, le sida par des transfusions sanguines. Alors d'un certain côté, on va sauver des vies avec des transfusions sanguines, et puis de l'autre, on va apporter la mort avec des transfusions sanguines. Alors vous allez me dire, bon, ça c'est un exemple, mais le nombre d'accidents de la route provoqués par des médicaments, par le Lexomil, le Lysanxia, par des antidépresseurs, c'est incroyable. Le nombre de suicides, notamment chez les adolescents ou chez les adultes, provoqués par les antidépresseurs, là, il y en a beaucoup aussi. Donc vous voyez, donc la médecine a ce qu'on appelle une iatrogénèse, c'est-à-dire va provoquer des maladies qui sont, j'allais dire, le côté sombre par rapport à ce qu'elle apporte, un côté plutôt lumineux. Alors, je vous parlais de la culture. La culture va agir sur la santé par 2 biais. D'un certain côté, le mode de vie, la culture va apporter un mode de vie, et la culture va réprimer un instinct. Lorsque vous êtes né, vous aviez un instinct. Vous aviez un instinct, et cet instinct, il s'est manifesté dès la première seconde, lorsque vous avez recherché immédiatement le sein de votre mère pour pouvoir téter et manger. Ça, c'était un instinct. Donc, vous aviez cet instinct donc, de téter. Mais l'individu, même l'homme, a beaucoup d'instincts dès le départ. Or, il se trouve que l'homme a cette particularité d'imposer à sa progéniture une culture et de réprimer les instincts en permanence. Dès qu'un enfant arrive au monde, on va réprimer son instinct. L'éducation va faire en sorte que tous les instincts vont être réprimés, et ça, au fur et à mesure de cette éducation qui dure toute la vie, à peu près. On réprime ses instincts. Et cette répression de l'instinct va engendrer des pathologies qui sont relativement importantes. Je vais vous prendre quelques exemples. L'alimentation. Normalement, lorsque nous sommes constitués, j'allais dire physiologiquement, nous avons faim de temps en temps, ce qui va nous inciter à prendre de la nourriture, nous allons manger, et après, nous sommes rassasiés. Et nous ne mangeons plus. Eh bien, dans l'éducation que nous donnons, quand un enfant arrive à table, parfois il n'a pas faim. On va lui dire, tu manges. Oui, mais j'ai plus faim. Tu finis ton assiette.
Et on voit des mères de famille, des pères de famille s'escrimer à faire terminer l'assiette des enfants alors qu'ils n'ont plus faim. Et puis quand l'enfant a faim, on lui dit « Ah, tu ne mangeras pas. Tu attendras ce soir. Oui, mais j'ai faim. Ah, tu ne mangeras pas. » Donc si vous voulez, déjà ça, on s'aperçoit que on va modifier les comportements alimentaires. Vous avez deux pathologies qui sont des pathologies de répression de l'instinct, qui sont la boulimie et l'anorexie. La boulimie et l'anorexie n'existent que dans des sociétés développées. Et dans les sociétés développées, n'existent que dans les couches supérieures de la société. Plus vous montez dans l'échelle sociale, plus l'incidence de la boulimie, de l'anorexie est importante. À tel point que, lorsque vous êtes dans des familles princières, eh bien là, vous avez, je ne veux pas dire une fille sur deux, qui est boulimique ou anorexique, mais c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Tout simplement parce que l'éducation va complètement modifier le comportement instinctuel et qu'il va y avoir donc des bugs qui vont se promener. Vous voyez, ça c'est la répression de l'instinct. Je vous ai pris aussi la perception de la douleur. Rien n'est plus culturel que la perception de la douleur. Moi qui ai beaucoup voyagé pour donner des conférences un peu à droite à gauche, et j'ai beaucoup fait des démonstrations dans l'équilothérapie, je peux vous affirmer que l'incidence d'une piqûre sur une oreille n'est pas la même au centre de Tokyo, à Shinjuku par exemple, qui est un quartier très dense de Tokyo, ou bien dans le nord de la Norvège, du côté de Tromsø, où il n'y a pas grand monde. J'ai remarqué que plus la densité de population est importante, plus la douleur est ressentie comme inacceptable par ceux qui sont dans cette population. C'est-à-dire qu'on ressent beaucoup plus la douleur à Tokyo qu'on la ressent dans le nord de la Norvège, où il y a pratiquement personne. Lorsque vous piquez avec une toute petite aiguille à Tokyo donc l'oreille de quelqu'un, eh bien il faut prévenir, il faut dire attention, vous risquez d'avoir un malaise, etc. Il faut être prêt à relever les jambes. C'est tout juste s'il n'y a pas une ambulance en bas de l'immeuble. Mais si vous allez au nord de la Norvège, à Tromsø, les gens sont très très gentils. Vous prenez un pieu, vous mettez ça dans l'oreille et la personne vous dit « Alors, quand est-ce que vous me piquez ?» Vous voyez, la notion de la douleur est totalement différente. Mais ça, c'est quelque chose, c'est une répression de l'instinct. J'ai parlé aussi des désordres sexuels qui sont quand même, il faut le dire, dans notre société, très importants. Très importants. Et bien ça aussi, c'est une répression de l'instinct. Alors vous voyez, la culture a une action sur la répression, sur la santé par la répression de l'instinct. Mais de l'autre côté, la culture a une action par le mode de vie. On en avait parlé un tout petit peu tout à l'heure. Et c'est ce mode de vie qui va créer des désordres de la santé et qui va créer une médecine pour compenser les désordres de la santé. Je vous prends plusieurs exemples. La cigarette, le tabac, a été une invention du XVe siècle, hein, après Christophe Colomb. Quand Christophe Colomb est allé dans les Amériques, il a rapporté ce qu'on appelait l'herbe à Nico, hein, le tabac, et les gens se sont mis à fumer. Et la cigarette a entraîné des désordres de la santé, notamment des désordres pulmonaires, des désordres de la gorge, des désordres de la vessie, hein, les cancers de la vessie, mais aussi des désordres cardiovasculaires. Et c'est surtout ça qui est important. Des infarctus, des artérites, etc. Eh bien, réfléchissez à ça. La cardiologie aujourd'hui n'en serait pas au même niveau si la cigarette n'existait pas. Si les gens ne fumaient pas, il n'y aurait certainement pas
une cardiologie aussi performante. C'est la cigarette qui a créé la cardiologie. Prenons plus près de nous l'exemple du sida. Alors vous en souvenez pas pour certains d'entre vous, enfin la majorité, enfin tous. Moi je me souviens de l'avènement du sida en 1985. J'avais fini mes études de médecine et il y a eu un article qui était un article sur le Figaro, sur Le Monde. C'était « Ce mal étrange qui nous vient d'Amérique ». Et c'était le début du sida. Le sida, c'est une maladie purement culturelle qui a pris, j'allais dire, sa racine principalement dans les milieux de San Francisco, homosexuels, et dans les milieux des drogués. Et c'est à partir de là, et ça, si vous voulez, l'homosexualité et la drogue, c'est quand même quelque chose de parfaitement culturel. Et à partir de ce moment-là, s'est développé le sida. Et il est arrivé en France, le sida, en Europe, à cause d'un steward qui était infecté, qui a infecté le continent européen. Donc le steward, lui, il arrivait en avion, il n'arrivait pas en bateau à la rame, hein, il arrivait en avion, et ça aussi c'est culturel. Donc vous voyez, à cause de la culture, on a eu une épidémie de sida. Et à cause du sida, ou grâce au sida, il y a eu une recherche invraisemblable qui s'est faite en virologie, et on a trouvé donc les monothérapies, les bithérapies, les trithérapies, et aujourd'hui, on a des médicaments qui sont contre les virus. Mais ces médicaments contre les virus n'ont existé qu'à cause du sida. Vous prenez la voiture, rien n'est plus culturel qu'une voiture. La voiture qui a commencé au début du XXe siècle, c'est quand même très récent, c'est 1905, 1906, et ça, on a à peu près 110 ans de voiture. Mais avec les voitures, on a vu arriver des pollutions, alors je ne vais pas en parler, mais les accidents. Et les accidents, c'est quoi? C'est la traumatologie, la rééducation. Jamais, vous m'entendez, jamais les techniques de rééducation, de réanimation n'auraient été aussi performantes si la voiture n'avait pas existé. On peut dire merci à Gerald Ford, non, je ne sais pas comment il s'appelait son prénom, à Ford, d'avoir inventé la voiture. Merci, nous les médecins, parce que ça nous a donné beaucoup de travail. Donc on voit très bien, si vous voulez, par quelques exemples simples, que c'est la culture qui crée très souvent le désordre, la pathologie, et que nous courons derrière en créant des méthodes médicales pour essayer de compenser les désordres de cette culture. Alors, il y a deux désordres, les désordres du mode de vie. Alors là, c'est la médecine dite conventionnelle, universitaire, qui va se développer, la traumatologie, la virologie, la pneumologie, la cardiologie. Et puis, il y a cette répression de l'instinct qui va donner ce qu'on appelle des maladies fonctionnelles, des maladies de fonction, où la médecine dite conventionnelle est incapable de faire face. Et ce sont des méthodes qui sont dites complémentaires, qui vont arriver, comme l'acupuncture, comme l'auriculothérapie, comme le massage, qui vont améliorer la fonction des organes. Vous avez d'un côté des maladies organiques, de l'autre côté des maladies fonctionnelles, et nous, on va soigner des maladies plutôt fonctionnelles. Voilà, alors, l'auriculothérapie, on va donner une définition, parce que souvent, on met un peu tout, et donc n'importe quoi, dans la définition de l'auriculothérapie. L'auriculothérapie, connue aussi sous le nom d'acupuncture auriculaire, ce qui est un nom, quand je prononce ça, je m'écorche. Et d'appeler ça l'acupuncture auriculaire, je le dis parce que dans les dictionnaires, on dit ça, mais c'est quelque chose qui me fait mal et qui vous fera mal quand vous saurez l'histoire de l'auriculothérapie, qui n'a rien à voir avec l'acupuncture, mais rien à voir avec l'acupuncture.
C'est une méthode médicale d'origine française, et quand je dis d'origine française, je devrais ajouter d'origine européenne, découverte et développée par le docteur Paul Nogier, 1908-1996. C'est une méthode. Quand je dis méthode, je ne dis pas technique. Une technique, c'est une partie d'une méthode. Une méthode, c'est un ensemble harmonieux de techniques différentes. Une méthode, c'est une manière de penser, une manière d'aborder un sujet. La technique, par exemple, c'est la piqûre. La piqûre est une technique. L'auriculothérapie, c'est une méthode. Donc elle est basée sur les propriétés réactives du pavillon de l'oreille, reposant sur des connaissances originales et des procédures codifiées, c'est la définition de la méthode. Cette méthode utilise des propriétés spéciales des zones et de points répartis sur la surface auriculaire selon une cartographie précise. Voilà, il y a une cartographie, c'est-à-dire qu'il y a une représentation des organes sur l'oreille, et donc il y a des zones et des points d'oreille qui vont être réactifs et que nous allons utiliser pour le traitement et aussi, bien sûr, pour le diagnostic. Voilà la définition de l'auriculothérapie. Alors aujourd'hui, l'auriculothérapie, les indications sont principalement la douleur, voilà, toute douleur, qu'elle soit d'origine traumatique, métabolique, neurologique, toute douleur. Les troubles fonctionnels, vous avez compris ce que c'était qu'un trouble fonctionnel. On appelle trouble fonctionnel lorsqu'un organe n'est plus capable d'assurer une fonction, soit parce qu'il est lésé, soit parce que tout simplement il est mal réglé. Les troubles psychiatriques mineurs, tels que l'anxiété, tels que la dépression nerveuse réactionnelle, et les addictions, principalement le tabac, l'alcool, mais aussi des addictions à l'héroïne. Alors l'auriculothérapie est aujourd'hui répertoriée par l'Organisation mondiale de la santé qui a organisé plusieurs réunions internationales à son sujet. On en reparlera, mais l'OMS évidemment s'intéresse beaucoup à ces méthodes. Pourquoi ? Parce que c'est efficace et que ce n'est pas cher. Et surtout, je vous ai dit, l'OMS sait très bien, connaît très bien le principe qu'il n'y a pas de relation entre les dépenses de la santé et la santé des populations. Tout ça, si vous voulez, c'est entretenu par des grands laboratoires, par des grands systèmes. Beaucoup de personnes ont intérêt à ce qu'on dépense beaucoup d'argent pour la santé. Mais bon, j'allais dire, pour un résultat zéro. Alors, je sais que le nom que je vais prononcer peut créer certains remous, mais le professeur Didier Raoult a écrit dans un journal cette semaine un article justement concernant les dépenses de la santé et la santé des populations. Voilà. Il dit exactement ce que je dis. Alors, donc, c'est pas parce qu'il est polémique hein, mais c'est la vérité, c'est comme ça. Vous avez un très bon bouquin, un très bon livre qui a été paru en 1979 par un Sud-Américain qui s'appelle Ivan Illich et qui s'appelle Némésis médicale. Némésis, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une némésis, mais ça a rapport avec l'Antiquité. Némésis, ça veut dire la vengeance. La némésis, c'est la vengeance, et ça s'appelle Némésis médicale, où il note tout ce que je vous ai décrit en disant la médecine est à une impasse, dans une impasse, parce qu'aujourd'hui, sa rentabilité est pratiquement nulle. Plus une médecine est développée, plus sa rentabilité est nulle. Alors, que disait Auguste Comte ? Il disait, on connaît bien une science
que lorsqu'on en connaît bien l'histoire. Et ça, c'est tout à fait vrai. Et principalement en médecine, on comprend mieux une science médicale quand on connaît son histoire. Eh bien, je vais vous décrire un peu l'histoire extraordinaire de l'auriculothérapie. Je dis bien extraordinaire parce que on s'aperçoit, c'est tout à fait curieux, on se dit c'est une suite de hasards qui fait qu'aujourd'hui on pratique l'auriculothérapie. Tout a commencé il y a 4 siècles avant Jésus-Christ avec quelqu'un que vous connaissez de nom qui était Hippocrate, qui était un grec qui vivait dans une petite île qui s'appelait l'île de Kos. Et Hippocrate est celui qui a donné les fondements de la médecine. Il a écrit énormément d'ouvrages. Malheureusement, sont venus jusqu'à nous que très peu d'écrits d'Hippocrate. Mais il a quand même laissé ce qu'on appelle des aphorismes, qui sont des phrases qu'il lançait un petit peu comme ça et qui faisaient force de loi. Et Hippocrate a lancé un de ses derniers aphorismes, c'est peut-être le dernier ou l'avant-dernier, et voilà ce qu'il a dit, et ce qu'il a dit a été répercuté jusqu'au XIXe siècle. Les maladies qui ne sont pas curables par la médecine peuvent éventuellement l'être par la chirurgie, et les maladies qui ne sont pas curables par la chirurgie le sont par le feu. Alors le feu, c'est quoi? Ce sont les cautérisations. Et depuis Hippocrate, c'est-à-dire 4 siècles avant Jésus-Christ, jusqu'au XIXe siècle, et j'allais dire jusqu'à la moitié du XIXe ou même plus après, les cautérisations étaient un moyen d'aborder beaucoup de maladies. C'est-à-dire que dans chaque trousse de médecin, il y avait ce qu'on appelait des cautères, on verra à quoi ça correspond, de toutes les formes, des cautères ronds, carrés, triangulaires, des cautères qui étaient longs, et on les chauffait au feu, ces cautères, on les faisait chauffer jusqu'à ce qu'ils deviennent rouges, et on les appliquait dans une région du corps pour soigner une maladie. Alors, ces cautérisations ont été appliquées pendant des siècles et des siècles. Avicenne, donc, qui était un médecin à la limite de l'Iran et de l'Irak, à peu près vers l'an 1000, utilisait les cautérisations. Albucasis, qui est aussi très connu, qui vivait dans l'Espagne de Cordoue, c'était un musulman, il vivait dans l'Espagne musulmane, donc appliquait aussi les cautérisations. Pierre-François Percy, que vous connaissez sans doute de nom, parce qu'il y a un hôpital à Paris qui s'appelle l'hôpital Percy, et si vous allez à Bron, juste à côté, dans l'école de santé militaire, il y a un amphithéâtre qui s'appelle l'amphithéâtre Pierre-François Percy. Pourquoi? Parce que Pierre-François Percy était un médecin militaire, chirurgien général sous Napoléon. C'est lui qui commandait toute la chirurgie des armées de Napoléon. Et Pierre-François Percy a écrit un livre qui s'appelle « La pyrotechnie chirurgicale » et qui décrit la manière de cautériser les personnes. Alors on utilisait les cautérisations pour nettoyer les plaies, évidemment, pour soigner certaines infections, comme les pleurésies, comme les pneumonies. On cautérisait dans le champ pulmonaire postérieur. Et puis, pour l'hémostase, on utilisait les cautérisations, mais on utilisait aussi les cautérisations, et surtout les cautérisations, pour lutter contre les douleurs. Il n'y avait pas de molécules antidouleurs. Ça n'existait pas. Souvenez-vous que l'aspirine, qui est un médicament à base de l'écorce de saule,
a été découverte au XIXe siècle et a été commercialisée dans la deuxième partie du XIXe siècle, c'est-à-dire vers 1860 ou 1870, ou un truc comme ça. Donc il n'y avait pas de molécules anti-antalgiques. Donc pour lutter contre les douleurs, la méthode de choix, c'était la cautérisation. Et on cautérisait ce qu'on appelle l'ocodolenti, c'est-à-dire sur le lieu de la douleur, en regard de la douleur. Alors, Avicenne décrit très bien, par exemple, et Hippocrate aussi décrit aussi, comment soigner des douleurs sciatiques par des cautérisations. Alors, il y avait différents procédés. Alors, parfois, on cautérisait la malléole externe de la cheville quand la sciatique descendait jusqu'au pied. Parfois, on cautérisait, lorsque la sciatique était haute, en regard du trochanter. On faisait 3 cautérisations en regard du trochanter. Parfois, on mettait l'individu sur le ventre et on prenait du lin, une sorte de petite cordelette de lin, en regard de la douleur, et on mettait le feu, et donc on cautérisait, on brûlait la peau en regard de la douleur. Donc tout ça, c'était connu. Et on a fait ça pendant des années et des années et des années. Et c'est marqué dans tous les livres de médecine de l'époque. Et ça a duré du IVe siècle au XIXe siècle, c'est-à-dire pendant plus de 23 siècles. Et ça a été abandonné il n'y a pas très longtemps, quand sont arrivés les antalgiques. Le problème, soigner une douleur de l'épaule, c'était facile, donc on cautérisait une petite partie de l'épaule. Soigner le genou, c'est quand même pas très difficile, on cautérisait donc un point du genou. Le problème, c'est quand les gens avaient des maux de tête, quand les gens avaient mal à une dent, bien quand les gens avaient des douleurs d'une névralgie trigéminale. On n'allait pas prendre un cautère et faire une grande cicatrice sur la joue, ou bien carrément cautériser le crâne. Alors, on faisait une cautérisation dans l'endroit le plus proche. Et accessible au cautère, c'était l'oreille. Donc pour les douleurs de la tête, pour les douleurs des dents, pour les douleurs de la face, on cautérisait les oreilles. Et Pierre-François Percy, dans son livre Pyrotechnie chirurgicale, vous pouvez l'obtenir, c'est un livre qui a été réédité par la Bibliothèque nationale de France, eh bien, il cautérise donc le tragus pour traiter les douleurs dentaires. Valsalva, c'est un nom qui vous dit quelque chose. En 1717, Valsalva, c'est un anatomiste de Bologne à qui l'on doit la description de l'oreille interne, l'oreille moyenne, l'oreille externe. Et Valsalva avait fait beaucoup de préparations anatomiques, beaucoup de dissections. Il avait remarqué que chez les cadavres qu'il disséquait sur l'oreille, il y avait souvent des cicatrices derrière l'oreille. Et donc il s'était renseigné, et dans la région de Bologne, eh bien, beaucoup de gens cautérisaient derrière les oreilles pour soigner les douleurs dentaires. Donc les cautérisations servaient à ça. Et curieusement, XVIe siècle, on voit apparaître des éléments de publication disant qu'on réserve la cautérisation de l'oreille non seulement aux douleurs de la tête et des dents, mais aussi pour traiter la sciatique. Alors on ne sait pas pourquoi, à un moment, on a cautérisé l'oreille pour traiter les sciatiques. Vraisemblablement, on peut imaginer qu'une fois, quelqu'un qui souffrait des dents et d'une sciatique est allé voir quelqu'un pour traiter sa douleur dentaire et qu'après la cautérisation de l'oreille, il n'avait plus de douleur sciatique. Vraisemblablement, c'est ça.
Toujours est-il qu'à partir du XVIe siècle, va se répandre en Europe et autour du bassin méditerranéen une technique qui consiste à cautériser l'oreille quand les gens souffrent d'une sciatique. Et on cautérise le même côté que la sciatique. Sciatique droite, sciatique gauche, oreille gauche, et on cautérise donc une petite partie de l'oreille. En 1850, un médecin, un illustre inconnu, mais qui le sera moins aujourd'hui puisque je vous en parle, un médecin de Corse qui s'appelle le docteur Luciana, écrit une petite feuille, un petit article à propos des cautérisations de l'oreille en Corse. Et en 1850, le 1er mai 1850, il fait paraître cet article dans la grande revue mondiale de médecine qui s'appelle le journal des connaissances médico-chirurgicales. Vous savez que la France a été le pays de la médecine. Si la médecine est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu les Français et que le 19e siècle, c'était l'apogée de la médecine mondiale, c'était la France. Ce n'était pas les États-Unis du tout, ce n'était pas l'Angleterre, ce n'était pas l'Allemagne, ce n'était pas la Russie, c'était la France. On a eu les plus grands physiologistes, on a eu, je vous parliez de Xavier Bichat, on a eu Claude Bernard, Braun-Séquard, dont on va reparler, on a eu François Magendie, qui était un type extraordinaire aussi, dans toute cette partie, la première partie du 19e et la deuxième partie du 19e, on a eu vraiment des gens exceptionnels. Donc, notre journal, Connaissances médico-chirurgicales, était le grand journal mondial. Ça correspondrait aujourd'hui à Nature ou JAMA ou le British Journal of Medical Journal of England. Vraiment, c'était très important. Et donc, ce docteur Luciana écrit un article en disant, voilà, c'est curieux. En Corse, quand un Corse a une sciatique, il va voir un maréchal Ferrand, et le maréchal Ferrand lui fait une petite cautérisation. Et donc, dans son article, il montre l'endroit de la cautérisation et il dessine le matériel utilisé pour cautériser. Et il dit, voilà comment on fait. Donc, on prend une spatule donc, qui est percée d'un trou, et puis, alors, on prend une spatule, et puis on va chauffer un petit cautère, et puis on passe à travers le trou et on fait une cautérisation de l'oreille. Et il dit, ça marche très bien. C'est formidable, c'est extraordinaire, ça marche très bien. Et à Paris, il y a un professeur de médecine qui est un original. Il s'appelle Joseph Malgaigne. Il est membre de l'Académie de médecine. Il est professeur donc à la fac. Et c'est un homme qui a écrit des livres, je crois, très intéressants. Et il était un peu touche-à-tout. Il touchait tout, comme beaucoup de médecins du 19e, c'était un touche-à-tout. Il dit, tiens, c'est curieux, cet article est tout à fait curieux, je vais essayer moi-même. Et donc, il monte à Paris, à l'hôpital Saint-Louis, une consultation pour les sciatiques, traitée uniquement par des cautérisations auriculaires. On est en France. Et il a un succès fou. Et il y a un type à l'époque, donc vers 1855, 1856, que vous connaissez de nom, que je vous ai cité tout à l'heure, qui s'appelle Braun-Séquard. Braun-Séquard, c'est un Mauricien, c'est un médecin d'origine de l'île Maurice, qui est aussi quelqu'un de tout à fait fantasque, qui a commencé à écrire, à faire son cursus en écrivant des pièces de théâtre, et qui ensuite s'est lancé à corps perdu dans la médecine à Paris, et qui a découvert des choses extraordinaires. Et on considère aujourd'hui Braun-Séquard comme le père de la neurologie moderne. C'est lui qui a fait l'hémisection de moelle. Vous connaissez tous les expériences de l'hémisection de moelle. Et Braun-Séquard assiste aux consultations de Joseph Malgaigne, du professeur Joseph Malgaigne.
Et comme Brown-Séquard est un voyageur incroyable, il allait souvent aux États-Unis, il revenait, il allait aux États-Unis, surtout que les États-Unis n'avaient aucune connaissance médicale, donc il était toujours accueilli aux États-Unis d'une manière extraordinaire. Il parlait un très mauvais anglais, mais il expliquait aux États-Unis tout ce qui se faisait en France. Et il fait une conférence à Harvard en 1866, et il dit, c'est très curieux, en France, à Saint-Louis, le professeur Malgaigne utilise donc les cautérisations de l'oreille pour traiter les sciatiques. Et donc il y a en 1866, 67, 70 un grand engouement pour ces cautérisations auriculaires. Et je sais qu'aux États-Unis, suite à ce qu'a dit Brown-Séquard, il y a beaucoup de gens qui ont pratiqué les cautérisations auriculaires pour traiter les sciatiques. Mais vous avez un autre professeur qui est connu, peut-être le nom vous dira quelque chose, qui s'appelle le professeur Duchesne-Boulogne, connu pour ses travaux sur l'électricité en médecine, qui va mettre un point d'arrêt à toutes ces choses en disant qu'il s'agissait de la charlatanerie, que ce n'était pas quelque chose d'explicable d'une manière physiologique. Et donc, il va y avoir un coup d'arrêt sur cette expansion de cette auriculothérapie naissante. Alors, la chose qui est curieuse, c'est que Joseph Malgaigne, qui était un grand esprit, n'a jamais essayé de savoir pourquoi une cautérisation auriculaire pouvait avoir un effet sur la sciatique. Et personne n'a essayé de savoir pourquoi au XIXe siècle. Pourtant, c'était le siècle où on se posait beaucoup de questions et chacun essayait d'y répondre. Et donc, les cautérisations auriculaires se sont arrêtées à partir de fin 68-69. Et plus personne n'en a entendu parler. Et il a fallu donc que ce soit les maréchaux ferrants de Corse, que ce soit des empiriques qui continuent les cautérisations auriculaires pour qu'elles arrivent jusqu'à nous. Alors ici, vous voyez, ça sont les cautères, les différents cautères qu'on pouvait utiliser. Vous aviez des cautères qui étaient pointus, des cautères qui étaient plutôt larges, des cautères qui étaient plutôt tubulaires, des cautères qui étaient ronds ou bien en losange. Alors, ici, donc, c'est Hippocrate, hein, les douleurs fixées opiniâtrement sur une partie du corps, lorsqu'elles avaient résisté à tous les autres moyens curatifs, exigeaient la cautérisation. Hippocrate conseille de brûler du lin cru dans l'affection sciatique sur le lieu où la douleur se fait sentir. Alors vous voyez ici, c'est en 1600 et quelques, vous voyez ici une cautérisation de l'oreille, sans doute pour des migraines. Là, des cautérisations auriculaires aussi. Ce fameux article qui est écrit ici par le docteur Luciana, où il montre bien la spatule qu'il utilise. Alors moi je l'ai vue cette spatule, je l'ai dans mes affaires, mais suite à un déménagement, je ne sais pas où je l'ai mise. Et donc, qui est percée d'un trou rectangulaire. Vous voyez, on applique la spatule sur l'oreille, et ce cautère, qui est ici, qui a un manche en bois, on le chauffe au rouge, et paf, on passe à travers le trou, et on va cautériser l'oreille. Ici, vous avez le professeur Malgaigne et Brown-Séquard. Voilà ce qu'il dit donc en 1866 à Harvard. Je me rappelle le rire bruyant qui courut parmi le monde médical en France quand on annonça que depuis des siècles, la sciatique avait été traitée dans l'île de Corse par la cautérisation de l'hélix de l'oreille. Mais un homme de courage et d'un esprit indépendant, le professeur Malgaigne, reconnut comme un fait positif que l'application du fer chauffé au rouge blanc à l'hélix de l'oreille guérissait parfois la sciatique. Et la guérison, suivant donc Brown-Séquard, a lieu par action réflexe. Alors pourquoi il a dit ça à Harvard? Et il prenait, ça fait partie d'un discours d'Harvard qui est connu de Brown-Séquard,
Et il prenait cet exemple pour dire qu'il fallait n'avoir aucune idée préconçue lorsqu'on faisait de la médecine. Lorsque vous faites de la médecine, il ne faut pas avoir d'idée préconçue. Et il prenait cet exemple en disant, voilà, c'est un esprit indépendant qui a reconnu comme positif la cautérisation auriculaire. Il parlait du professeur Malgaigne. Braun-Séquard lisait sa vie. Il y a eu plusieurs livres qui ont été écrits sur Braun-Séquard. C'est un homme qui a travaillé toute sa vie comme un acharné, et il a donné sa vie à la médecine. C'est tout à fait étonnant. C'est un homme qui était sans doute un petit peu maniaco-dépressif. Vous voyez, en 1860, dans la Gazette de Lombardie, en Italie, 48 cas de sciatique traités par cautérisation auriculaire. Finco note, l'auteur, 34 succès total, 10 cas d'amélioration partielle, 8 cas d'échec. Alors, cette cautérisation auriculaire, moi je la pratique, pas tous les jours, mais au moins 2 fois par semaine. Je traite les sciatiques toujours par cautérisation auriculaire, avec des succès qui sont phénoménaux. Je vous en parlerai ce week-end. Mais il n'y a pas mieux pour traiter une sciatique que la cautérisation de l'oreille. Alors ça vous paraît un petit peu barbare, mais ça n'est pas du tout. Hein. C'est vraiment exceptionnel. Ici, vous avez le professeur Duchesne-Boulogne, et voilà, et on arrive donc à Paul Nogier. Et Paul Nogier, lui, il ne connaît pas tout ce qui s'est passé avant. Tout ce que je vous dis, il a fallu beaucoup de recherches pour le savoir, et c'est notamment un livre qui m'a permis de comprendre l'histoire de l'auriculothérapie, un livre que j'ai découvert il y a à peu près 3 ou 4 ans, qui s'appelle « De la sciatique », publié par un médecin qui s'appelle le docteur Delagrelette, et qui a été publié en 1860. Et ce médecin Delagrelette passe d'une manière exhaustive tous les procédés, décrit tous les procédés en 1860 existants en France pour traiter les sciatiques. Et il parle de la cautérisation auriculaire. Et il dit, voilà, on peut cautériser une oreille. Tout à fait étonnant. Et il remonte dans le temps et il dit, voilà, cette cautérisation auriculaire, on en retrouve des traces à tel moment dans l'histoire. Et donc, c'est ce Lagrelette qui nous a beaucoup appris sur l'histoire de l'auriculothérapie. Donc, en 1951, il y a à Lyon un médecin qui est un médecin de médecine générale, qui s'appelle Paul Nogier, qui a cette particularité qu'il a étudié les sciences des ingénieurs avant de faire médecine. C'est-à-dire qu'avant d'être médecin, il a fait l'école centrale de Lyon, il est ingénieur, et ensuite il s'est dirigé vers la médecine. En 1950, il exerce à Lyon. Il faut bien se remettre dans l'époque. 1950, c'est comme le 19e siècle. La thérapeutique est dominée par la chimie, surtout à Lyon, où il y a des grands laboratoires chimiques. Dans l'inconscient de tous les médecins, comme dans l'inconscient de tous les malades, on ne peut soigner une maladie qu'avec une molécule chimique. À chaque symptôme correspond une molécule. À chaque maladie correspond une ou plusieurs molécules. Et c'est toujours des molécules qui sont censées lutter contre quelque chose. C'est la molécule anti. Vous êtes dépressif, un antidépresseur. Vous avez une douleur, un antalgique. Vous avez une nausée, un antinauséeux. Vous avez une diarrhée, un antidiarrhéique. Donc c'est la médecine des anti. Alors, il faut toujours, celui qui fait de la recherche médicale au XXe siècle, va toujours rechercher une molécule chimique. Paul Nogier, lui, il sort d'une école d'ingénieur où il a appris la physique.
Et pour lui, le corps humain est une somme de constantes physiques. Et que la maladie, pour lui, c'est un dérèglement d'un système physique dont la chimie est la conséquence. Donc, tout ce qu'il va faire, toute sa vie, il va essayer d'étudier des processus physiques pour soigner des maladies. Alors, il part d'un principe simple, de plusieurs principes. Premier principe, il n'y a pas uniquement que les molécules chimiques qui peuvent traiter les maladies. Premier principe. Deuxième principe, et ça c'est un principe de Claude Bernard, la majorité des maladies, même maladies organiques, sont précédées par des troubles fonctionnels. C'est-à-dire que dans toute maladie organique, il y a des troubles fonctionnels. Et troisième principe, il est possible d'agir sur la fonction des organes par stimulation de la peau. Stimulation de la peau. Alors cette stimulation, ça peut être différentes choses. Ça peut être une piqûre, ça peut être une brûlure, ça peut être une stimulation par photon, ça peut être une stimulation par rayon, par électricité, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc on sait très bien les relations qui existent entre la peau et les organes avec le système nerveux autonome, mais à l'époque, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et toute sa vie, il est parti de ce principe. Principe physique pour traiter les maladies, stimulation de la peau. Et donc, il a commencé après ses études de médecine, il a terminé ses études de médecine à peu près en 1945. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Non, en 1938. Il a terminé ses études de médecine en 1938. Donc il va s'intéresser à toutes les méthodes qui ne sont pas chimiques. L'acupuncture, il apprend l'acupuncture, il apprend la médecine dite manuelle, et il va apprendre aussi l'homéopathie. Alors vous allez me dire, tiens, l'homéopathie, c'est plutôt une médecine chimique. Pas du tout. Dans un granule homéopathique, vous n'avez aucune substance chimique. Vous connaissez les dilutions homéopathiques. Lorsque vous prenez une teinture mère, c'est-à-dire, vous prenez une teinture mère, c'est une solution alcoolique avec un végétal dedans. Vous prenez par exemple une solution d'arnica, vous mettez de l'arnica, qui est une fleur, vous mettez dans de l'alcool, et le principe actif de l'arnica va se diluer dans l'alcool. C'est ce qui se passe pour tous les principes actifs de plantes ou de fleurs. Donc, lorsque vous mettez de l'arnica dans de l'alcool, donc la molécule d'arnica va se retrouver dans l'alcool. Si vous prenez une goutte de la teinture mère d'arnica, que vous mettez dans 100 gouttes d'eau, et que vous diluez, et que vous agitez, vous aurez ce qu'on appelle une solution à 1CH, ce qu'on appelle une centésimale hahnemannienne. Vous prenez une goutte de ce produit que vous mettez dans 100 gouttes d'eau, vous agitez, vous avez 2CH. Une goutte dans 100 gouttes d'eau, 3CH, 4CH, 5CH. Au bout de 9CH, vous n'avez plus de principe initial. Alors à 30CH, autant vous dire que vous n'avez plus rien. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que l'homéopathie, si vous voulez, en tout cas c'est le principe qu'on peut en déduire, utilise des propriétés électromagnétiques, des empreintes électromagnétiques des molécules chimiques. Et en fin de compte, si vous voulez, l'action de l'homéopathie, c'est une action plus physique que chimique. Donc Paul Nogier s'est intéressé à l'homéopathie justement pour connaître les actions physiques de l'homéopathie. Donc il s'est intéressé à tout ce qui était médecine dite complémentaire, mais tout en exerçant son métier de médecin généraliste. Et en 1951, arrive un malade qui avait peut-être une grippe ou je ne sais pas quoi, et Paul Nogier est
examinait ses malades d'une manière, j'allais dire, totale. Il examinait bien ses malades, il les interrogeait, il était homéopathe. Et il s'aperçoit que ce malade a une cicatrice sur l'oreille, juste à cet endroit-là. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette cicatrice? Et l'autre était un peu gêné pour répondre. Il dit, écoutez, vous ne me croirez peut-être pas, ne vous moquez pas de moi. Je suis allé voir une guérisseuse à Marseille qui s'appelle Madame Barin, parce que depuis des années, je souffrais d'une sciatique. J'avais vu à Lyon tous les grands professeurs. On m'a donné des grands médicaments qui n'ont rien fait. Alors, sous les conseils d'un ami, je suis allé à Marseille, et cette guérisseuse ne traite que des sciatiques, et elle m'a cautérisé l'oreille. Eh bien, vous le croirez ou pas, quand je suis revenu à Lyon, ma douleur avait disparu, je n'ai plus jamais souffert. Paul Nogier met ça dans sa tête, et 15 jours plus tard, ou 3 semaines plus tard, arrive quelqu'un d'autre avec la même cicatrice, sans doute envoyé par le premier, je ne sais pas, et qui lui raconte la même histoire. Sciatique rebelle, pas de résultat, va à Marseille, Madame Barin, cautérisation, retour, plus de douleur, et voilà. Et donc Paul Nogier s'est dit, mais c'est extraordinaire cette affaire. Il a eu le même réflexe que Joseph Malgaigne. Et il s'est dit, je vais essayer, comme Malgaigne. Et il essaye, et là, bluffé, il voit que ça marche contre la sciatique. Alors il se dit, c'est curieux parce qu'il connaît l'acupuncture. Il dit, c'est curieux, c'est pas du tout un point que les acupuncteurs ont décrit. Il s'est dit, c'est sans doute un point qui agit sur la douleur en général. Et donc, il essaye pour toutes les douleurs. Douleur de l'épaule, douleur du genou, de la cheville, de la main et douleur sciatique. Et il s'aperçoit que ce point n'agit que sur la sciatique. Alors il a fait déjà un grand pas en avant par rapport à Malgaigne, parce que Malgaigne, lui, il l'avait essayé que sur la sciatique. Donc il sait, Paul Nogier, que ce traitement n'agit que sur la sciatique. Et il sait que la sciatique, c'est un conflit radiculaire entre L5 et S1. Et c'est là où il a ce trait, j'allais dire, de génie dans une certaine mesure, en disant, voilà, ce point correspond peut-être à la région L5-S1. Il fait une association d'esprit entre L5-S1 et ce point. Et à partir du moment où vous faites une association d'esprit entre ce point et L5-S1, eh bien, inévitablement, vous pouvez faire d'autres associations d'esprit en disant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres points sur l'oreille qui correspondent à d'autres parties du corps? Et l'auriculothérapie était née à ce moment-là. C'est la naissance de l'auriculothérapie. Donc voici le point qui a été cautérisé par Madame Barin. Alors Madame Barin, c'est intéressant, l'histoire est passionnante. C'est son nom de femme mariée, Madame Barin. Mais son nom de jeune fille, c'est Cassalpa. Et elle est d'origine corse. Elle habite Marseille, mais elle vient de Corse. Et Madame Barin a donné donc à mon père son petit matériel qu'elle a utilisé. Et c'est comme ça que moi, j'ai vu le matériel qu'elle utilisait. Elle utilise exactement, elle utilisait exactement le même matériel que le matériel utilisé par ce fameux docteur Luciana, enfin, décrit par le docteur Luciana de Corse en 1850. Donc, vous voyez, ça nous est venu de Corse, cette affaire. Donc, voilà le point qu'elle cautérisait et qui faisait autant de miracles. Et donc, Madame Barin, et ensuite on va prendre la pause, Madame Barin était connue, en fin de compte, les gens venaient la voir de loin, et à l'époque, il y avait en France une grande cantatrice qui s'appelait Ninon Valin. Évidemment, ce nom ne vous dit rien, mais elle était
à son époque, pratiquement aussi connue que la Calas. Elle était connue dans le monde entier. Elle habitait pas très loin de Lyon, une très jolie maison dans l'ouest lyonnais, une maison tout à fait magnifique. Et elle avait demandé à Madame Barin de venir à Lyon pour la traiter de sa sciatique. Donc vous voyez, cette Ninon Valin connaissait cette femme de réputation. Et Madame Barin a accepté en disant « j'accepte » à une seule condition, c'est qu'il y ait des professeurs de faculté qui me regardent travailler. Alors je ne sais pas comment l'histoire s'est terminée, mais je sais qu'elle était venue soigner cette Ninon Valin. Voilà, on continuera sur l'histoire de l'auriculothérapie. C'est intéressant ce que je vous dis parce que après, vous allez lire d'autres livres, des livres qui sont sans doute mal documentés, qui ne connaissent pas l'histoire. Et souvent, on lit « Tiens, l'auriculothérapie est une méthode chinoise ». Pas du tout. Il n'y avait aucun point sur l'oreille en Chine, et les points sont apparus après 1958, après que Paul Nogier ait diffusé sa méthode en Chine. Allez, on prend une pause, et on prend une pause. D'accord, très bien.